Et c'est donc l'image du jour en France. Vladimir Poutine reçu en ce moment même par Emmanuel Macron à la résidence présidentielle estivale au fort de Brégançon dans le sud de la France. Rencontre à 4 jours du sommet du G7 qui réunira les dirigeants les plus industrialisés, des pays les plus industrialisés, sans Vladimir Poutine qui en avait été exclu après l'annexion de la Crimée. Une question qui blesse, mais Emmanuel Macron a tenu à rappeler le trait d'union entre les deux pays. Écoutez. Notre ordre international vit un moment absolument historique. Le multilatéralisme est attaqué et nous avons à penser, à construire une recomposition de cet ordre international. C'est ma conviction profonde. C'est-à-dire à réinventer de nouvelles formes de relations et d'actions utiles. Ce sera au cœur des discussions du G7, au cœur de notre discussion aujourd'hui. Et dans ce cadre, la relation de la France et de la Russie et de l'Union européenne est absolument déterminant. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Je sais tout ce qui a pu nous séparer, les malentendus des dernières décennies. Je sais aussi les débats qu'il y a sur la relation avec l'Occident. Je sais une autre chose, c'est que la Russie est européenne, très profondément. Et nous croyons dans cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok. Pierre Laurent, spécialiste de la Russie, merci d'être avec nous pour comprendre les enjeux de cette rencontre. Alors, la Russie est plus européenne qu'asiatique ? Et bien sûr. Lorsque vous allez à Vladivostok, vous vous trouvez dans une ville européenne. Ce n'est pas du tout une ville asiatique. En quoi, par exemple ? Eh bien, c'est la même configuration, les mêmes bâtiments, la même population, même si aujourd'hui, il y a un peu plus de Chinois parce qu'il y a besoin de main-d'œuvre. Donc, c'est une main-d'œuvre immigrée chinoise, mais la population est européenne depuis le XVIIIe siècle. Il n'y a pas réellement de rupture de continuité, comme le disait le président, entre Lisbonne et Vladivostok, parce que nous avons une culture commune. Lorsque vous lisez Tolstoï ou lorsque vous lisez Dostoïevski, vous n'avez pas besoin d'une multitude de notes de bas de page pour comprendre de quoi il s'agit. Nous baignons dans la même culture. Tchaïkovski est un compositeur européen. La littérature russe et les ballets russes, la peinture dans une moindre mesure russe sont européennes. Le fort de Brégançon, c'est le lieu qui a été choisi par Emmanuel Macron. C'est plutôt une bonne idée pour renouer le dialogue avant le G7 ? Je crois qu'il y a une part de volonté de distanciation de la part d'Emmanuel Macron. Il veut s'éloigner des centres traditionnels du pouvoir en France, que ce soit Versailles ou que ce soit l'Élysée. Vladimir Poutine avait été reçu d'abord à Versailles. Là, pour cette rencontre, l'Élysée était peut-être judicieux, mais Brégançon crée une autre ambiance. Et d'ailleurs, ce qui est très important, c'est qu'il y a eu une déclaration préliminaire des présidents à la presse, mais que les négociations seront suivies d'un silence absolu. Pourquoi ? Parce que... Vous entendez quoi par là ? Bien, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de conférence de presse après les négociations, après le tête-à-tête, après le dîner avec les délégations. Il n'y aura pas de conférence de presse. Hormis cette déclaration. Cette déclaration en anticipation, c'est-à-dire que ce qui va se passer ensuite sera destiné exclusivement pendant les 4 jours qui viennent aux dirigeants des autres pays du G7. Alors justement, parlons-en, plusieurs sujets sur la table. Macron se verrait bien en médiateur, ça on l'a compris. Sur l'Ukraine, Macron souhaite un sommet à 4 dans les prochaines semaines. C'est ce qu'il vient de dire il y a quelques instants. Poutine pourrait y répondre favorablement. Mais c'est Poutine qui a initié. Ce n'est pas Macron qui a initié, c'est Zelensky, le président ukrainien, et le président Poutine qui se sont mis d'accord pour relancer un processus de négociation que l'on appelle le format Normandie, qui regroupe l'Ukraine, la Russie, la France et l'Allemagne. Et ce sont ces deux chefs d'État de l'Ukraine et de la Russie qui ont demandé à la France et à l'Allemagne de les rejoindre pour essayer de trouver une issue à la crise. Et donc c'est pas Macron qui est l'instigateur de tout ça. Poutine évoque un optimisme prudent de son côté après sa rencontre avec Zelensky. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer effectivement à l'intérieur de l'Ukraine. Pour le moment, nous avons en Ukraine un nouveau président qui est disposé à aller loin, qui est disposé à négocier,
qui est disposé à trouver une solution au conflit du Donbass. Ça, c'est très clair. Maintenant, il n'est pas tout seul. À l'intérieur du pays, il y a des forces politiques qui ne sont pas forcément d'accord et qui sont très virulentes, en particulier les groupes qui n'ont aucun poids politique réel, mais un poids militaire très important parce qu'ils constituent une grande partie de la garde nationale et ce sont les anciennes formations d'extrême droite de l'Euromaïdan. Sur le dossier du nucléaire iranien, ils sont plutôt une vision commune. Commune, absolument. Là, il n'y a pas de problème. Il faut que l'Iran respecte l'accord qui avait été conclu, même si les États-Unis se sont retirés. Et puis surtout, il faut trouver le moyen pour assurer l'Iran de limiter complètement les sanctions, l'impact des sanctions, contourner les sanctions américaines. Et le plus dur restera sans doute la question syrienne, sachant que l'armée syrienne est soutenue par la Russie. Il est impérieux que le cessez-le-feu soit respecté à Idlib. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Poutine en fera quelque chose de cet appel de Macron? C'est très difficile parce que le problème d'Idlib, c'est que c'est le dernier bastion de la rébellion djihadiste qui subsiste encore en Syrie. C'est-à-dire que pour le pouvoir syrien, il est indispensable de réduire cette poche, de la même manière que pour la coalition, il fallait réduire les poches de Raqqa et de Mossoul, qui étaient également très, très importante. Et effectivement, lorsqu'on fait la guerre, généralement, on ne fait pas réellement dans le détail, y compris nous, parce qu'on reproche à l'armée syrienne de faire des centaines de morts lorsqu'elle bombarde, etc., lorsqu'elle attaque. Mais nous avons fait strictement pareil, avec 1500 morts à Raqqa, notamment. Bien sûr. Voilà. Vladimir Poutine, qu'on a vu, Pierre Laurin, plutôt détendu à Brégançon, mais qui fait face à une contestation dans son propre pays. Un mois que l'opposition manifeste dans les rues de Moscou pour demander des élections libres, manifestations réprimées. Hier encore, à peine libéré, un leader de l'opposition a été de nouveau arrêté. On va essayer de comprendre ce mouvement avec Sophie Goldstein. C'était son jour de sortie de prison, en principe. Mais l'opposant russe Ilya Yashin a dû remonter dans le fourgon. Tout juste le temps d'enregistrer un message et de le poster sur Twitter avant de retourner derrière les barreaux. Son tort, avoir appelé à des actions non autorisées, affirme le policier, sans préciser lesquelles. Yashin est l'un des candidats interdits d'élection à Moscou dans 3 semaines. Candidature invalidée. Avec d'autres, il a dénoncé des irrégularités fabriquées et une volonté de museler l'opposition qui réclame plus de transparence dans la gestion de Moscou, administrée par un allié du président depuis bientôt 10 ans. Résultat donc, 20 jours de prison. Et il n'est pas le seul dans le collimateur du Kremlin. L'avocate Lyubov Sobol, le blogueur anticorruption Alexei Navalny ont également été arrêtés et emprisonnés. Près de 3000 personnes ont été interpellées depuis mi-juillet. Mais la contestation persiste et les opposants s'adaptent. À défaut de pouvoir se rassembler, ils manifestent en se tenant à bonne distance les uns des autres. Protester en solitaire, voilà comment cela s'appelle en Russie, c'est autorisé par la loi. Il est temps de changer la direction que prend le pays. J'ai vécu la période soviétique et je ne veux pas d'un pouvoir à la soviétique. Et je ferai tout ce que je peux pour l'empêcher. Nous continuerons de rejeter les arrestations injustifiées. Les gens doivent avoir le droit de manifester pacifiquement. Eux aussi appellent à des élections honnêtes et au changement à Moscou. Les communistes et la gauche officielle avaient le droit de se rassembler. Ils espèrent bien profiter de la chute de popularité de Vladimir Poutine. L'enjeu est tellement important qu'on ferme les yeux sur les droits de l'homme en Russie. C'est ça aussi la stratégie d'Emmanuel Macron? Écoutez, je crois que là, le problème est très complexe parce que ce que l'on voit là, ce sont des phénomènes qui sont certes regrettables, mais qui ne sont pas propres à la Russie. Vous savez, lorsque vous avez en France les gilets jaunes. Oui, 8500 arrestations et 7500 gardes à vue. On peut également faire la même chose. Même si l'opposition n'est pas muselée en France, on le rappelle. Mais là-bas non plus, le problème, vous savez, lorsque l'opposition, celle-là, l'opposition que nous soutenons, nous, réunit 50 000 personnes, la manifestation était autorisée. Simplement, il y a une stratégie qui consiste à
appelé, exactement comme Éric Drouet en France, a appelé à des manifestations interdites. Et en France comme en Russie, eh bien, on empêche cela. Vous savez, Drouet a été condamné à 2000 €. C'était la première fois. Mais on ne les emprisonne pas, les opposants en France. Si, on les emprisonne également. Bien entendu. Lorsqu'ils commettent quelque chose contraire à la loi, bien entendu, demandez à Michel Noir ou à Carignon. En tout cas, la question ne devrait pas être abordée, je pense, lors de cette rencontre. Non, elle ne le sera pas, parce que là, c'est le jeu du berger à la bergère. Pierre Laurin, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes auteur de plusieurs livres sur la Russie et l'Ukraine, et notamment Moscou et la naissance d'une nation aux éditions. Le dernier, c'est l'Ukraine entre deux destins. Tout à fait, merci à vous.